Comme elle allait être condamnée, il la fit avancer au milieu de la salle, es maison, et, ayant déchiré son vêtement, il exhiba la poitrine de la femme. Quand les juges virent sa beauté, ils l'acquittèrent. C'est ainsi que le pseudo-Plutarque expose la stratégie utilisée par Hypéride pour défendre Phryné, courtisane accusée d'impiété en 347 ou 338. Si le discours de l'orateur est aujourd'hui perdu, ce geste, ayant valeur d'argument, a été largement évoqué dans l'Antiquité et exploité à partir de l'époque moderne, à l'image du tableau de Jérôme, sur lequel nous reviendrons. Le dévoilement de Phryné témoigne du lien fort unissant l'exhibition et la conviction. Faire voir permet de faire accepter, ce qui met en lumière le couple montré-démontré. Cette corrélation paraît naturelle, évidente, dans la mesure où elle réside dans le vocal. Les deux verbes ne diffèrent que d'un préfixe, tout comme leur étymon latin et grec, que sont monstrare, démonstrare et décnumi, apodécnumi. La dialectique du faire accepter repose néanmoins sur un refus initial, envisagé ou rencontré. Il ne peut y avoir attestation qu'à partir du moment où une idée ne va pas ou plus de soi. La validation va donc à l'encontre de l'évidence, qui est pourtant en lien fort avec l'exhibition. C'est le hiatus que pointe Nadine Lavant en exposant le double sens du préfixe de, dé. S'il peut indiquer l'achèvement ou la perfection, ce qui pointe la relation entre les deux verbes, montrer-démontrer, il peut également signifier l'éloignement, la séparation ou la privation. C'est par exemple le cas de désespérer, désespérer. La différence peut donc être de degré, c'est-à-dire avec un lien entre montrer et démontrer, ou de nature, et là une différence entre les deux verbes. L'exemple de Phryné est symptomatique de cette divergence possible. En effet, la mise à nu de la courtisane n'a pas lieu au hasard. Hypéride, ou Phryné selon les versions, se rend précisément compte qu'il ne convainc pas les juges et dénude partiellement sa cliente pour avoir gain de cause. Carlos Lévy et Laurent Pernaut en concluent « Faute de pouvoir démontrer, il montra. Et ce que l'argumentation n'avait pas obtenu, le geste l'emporta. » Le dévoilement de l'accusé se produit car le discours n'emporte pas la conviction. L'exposition, qui a inclus un caractère visuel, peut ainsi se différencier de la démonstration, qui passe par la parole. Si ce cas ne suffit pas à rompre tout lien existant entre montrer et démontrer, force est de constater qu'ils font l'objet de dynamiques différentes, qui peuvent se compléter mais aussi différer. Et c'est en faisant ce pas de côté, sur le chemin tout tracé du faire voir au faire accepter, qu'on peut ainsi saisir la connexion d'autant plus forte des deux notions dans les situations où elles adhèrent. Les historiens, quant à eux, n'ont pas éprouvé le besoin de mettre en avant la dimension visuelle de l'attestation dans leur objet d'étude ou dans leur démarche. Comme s'il s'agissait de l'évidence, il est impossible de rattacher cette question à un courant historique spécifique ou de voir une évolution dans l'attention que l'historiographie lui apporte. Néanmoins, une telle problématique n'aurait pas émergé sans l'apport de l'anthropologie historique. Et en mettant au cœur de ces perspectives la question des pratiques, cette approche s'est effectivement intéressée à ce qui se passe concrètement quand un acte est mentionné dans les sources anciennes. Jean-Pierre Vernant, pour ne citer que lui, s'est penché sur le lien intrinsèque entre les puissances divines, invisibles, et leur figuration. À travers l'exemple du Colossos, il a dégagé le fonctionnement effectif de la présentification des défunts, tout en analysant la catégorie mentale du dôme, c'est-à-dire le système symbolique auquel il renvoie. Ces deux bases de l'anthropologie historique, à savoir les actions concrètes et les conceptions psychologiques, ont amené les chercheurs à s'intéresser aux procédures qui produisent un fait social, ainsi qu'à leurs implications cognitives. Nombreux sont les intérêts aujourd'hui pour les opérations qui rendent visible, valident, accréditent un acte savant, social, politique. C'est par exemple le cas de l'étude d'Anthony Crafton sur les notes de bas de page, qui rend compte des autorités graphiques et paratextuelles qui valident un texte scientifique. C'est aussi le cas des lieux de savoir, dirigé par Christian Jacob, qui examine la production du fait savant dans toutes ses dimensions. Cette journée se propose donc d'interroger l'espace historique et géographique de l'Antiquité classique à sa réception, en observant les pratiques de mise en visibilité, comment un savoir, un événement, un statut, qu'il soit personnel ou juridique, ou autre, un fait, une représentation, sont affichés, construits, légitimés, acceptés. L'intérêt du questionnement réside dans le terrain d'étude spécifique qu'est l'Antiquité, grâce à la particularité de ses sources. Peut-on déceler une spécificité du rendre visible pour montrer, démontrer dans l'Antiquité? Est-ce que montrer passe par d'autres pratiques que rendre visible? Lesquelles et à
forcément démontré dans l'Antiquité. Les différents champs des sociétés gréco-romaines, politiques, religieuses, sociales, savantes, se présentent comme autant de lieux d'investigation, mettant en jeu ce dispositif particulier d'analyse. L'identification est sans doute une des enquêtes, à mon avis, les plus intéressantes et périlleuses dans l'étude de la céramique grecque. S'il semble aujourd'hui presque aisé de reconnaître des Héraclès ou des Athéna, et j'insiste ici sur le possible et non l'affirmation, car Héraclès n'est pas le seul porteur de la peau de lion, comme le notait Claude Bérard en 1987, et Athéna n'est pas l'unique propriétaire de l'Égypte. Mais s'il semble presque aisé de reconnaître certains personnages par leurs attributs et ou les contextes dans lesquels ils s'insèrent, certaines autres divinités sont plus complexes à appréhender, comme c'est le cas pour les déesses ailées. Nous nous pencherons aujourd'hui sur le cas de 3 déesses ailées, sur un petit panel de vases à figure rouge, dont la production s'étend sur une période d'environ 50 ans, entre 480 et 430 avant notre ère. C'est un petit corpus de vases riche en originalité qui présente assez clairement les difficultés à reconnaître une Nike plutôt qu'une iris ou une iris plutôt qu'une éos. Pourquoi se créer ce corpus? D'une part parce qu'il me permet de vous présenter des réflexions qui ont pu être exposées auparavant sur l'identification dans la céramique attique, et d'autre part, plus simplement, parce que certaines inscriptions, certaines compositions, certains détails de ce corpus nous laissent perplexes. Je vais donc essayer ici d'attirer votre attention, de vous montrer où regarder. Nous partirons du principe simple que dans les images, une déesse ailée porteuse de caducée est Iris, la déesse messagère. Nous avons ici une représentation habituelle de la déesse ailée, caducéphore, aux côtés de Zeus, son commanditaire, et d'Hermès, que nous pourrions presque appeler ici son collègue. Nous avons aussi bien sûr dans les représentations à figure noire des iris Aptère et Pompeios, dans le cadre du mariage de Thétis et Pelée, comme c'est le cas sur le vase François. Mais notre messagère, dans la période qui nous concerne, va parfois aussi porter des sandales ailées, au même titre qu'Hermès, comme c'est le cas sur le vase de Londres, se placer en échanson dans des scènes de libation, ou encore être pédophore. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, effectivement, comme l'a rappelé, ma thèse porte sur l'étude du corps des philosophes et pour l'essentiel à partir d'études des traditions biographiques qui nous sont parvenues, au premier rang desquelles se passe la computation de Diogène Laërce. Mais j'essaierai aujourd'hui, et je vous demande votre bienveillance, de m'éloigner un peu de la fréquentation de ces textes qui sont assez familiers pour envisager un tout autre corpus documentaire, à savoir celui de la statuaire antique, grecque ou romaine ou grecque. J'en parlerai juste après. La réflexion tente effectivement de s'inscrire dans le cadre de cette journée, de cette réflexion sur montrer et démontrer, puisque la question initiale que je souhaite poser est de savoir si montrer le corps du philosophe permet de démontrer un statut, celui du philosophe, l'appartenance à une catégorie sociale, et si oui, selon quelle modalité. Alors, pour ce qui est des hommes de pensée, justement, on retient, la liste n'est pas exhaustive, mais notamment la position assise, le port du manteau seul, de l'immature, sans tunique, la présence d'une barbe, auquel, donc ça ce sont les principaux, auxquels on peut rajouter la présence d'accessoires comme les rouleaux, le papyrus, les pieds nus, pardon, de temps à autre, ou la présentation de chair flasque ou vieillissante. J'y reviendrai par la suite. Alors, malheureusement, le problème c'est que ces critères qui doivent fonctionner ensemble, et ce n'est pas toujours le cas, peuvent être dans le détail soumis à une critique que je vais essayer de présenter rapidement. Donc on voit bien que dans ces critères, la tête tient une place importante, avec notamment la barbe. Donc pour notamment Zanker, la barbe, à partir du IIIe siècle, en tout cas avant Jésus-Christ, à partir de l'époque hellénistique, elle devient un signe de conservatisme ou d'altérité qui distingue les philosophes, alors même que Sheila-Dillon a pu donner d'autres exemples, je suis désolé, c'est pas en ordre dans mon PowerPoint, alors que Sheila-Dillon a pu donner d'autres exemples de statues hellénistiques
vous avez ici celui qu'on appelle le pseudo-philosophe de Delphes, qui, bien que portant la barbe, pourrait tout à fait aussi être considéré comme des citoyens actifs. Elle en donne. Voilà, un exemple qui est ce que vous voyez à gauche ici, hein, c'est un relief attique sur une tombe qui date du IVe siècle et qui montre justement le port le port de la barbe et en plus de l'imation du manteau sans tunique qui, pour le coup, n'est pas réservé aux philosophes. Je vous présente aujourd'hui la lecture du passage du Philoctète de Sophocle. C'est un texte qui condense plusieurs thématiques importantes pour mon travail et aussi, j'espère au moins, pour la thématique de la validation des actes dont il est question aujourd'hui. Et je me concentrerai en particulier, comme Nicolas l'a rappelé, sur l'expression tenfusin delexas, que l'on peut traduire provisoirement par « tu as montré ton hérédité morale ». C'est la phrase par laquelle Philoctète reconnaît à Néoptolème les dignes fils d'Achille. Et les vers qui nous intéressent, qui sont au numéro 1 de l'exemplaire, suivent la sortie définitive d'Ulysse de la scène. Donc c'est un dialogue entre Néoptolème et Philoctète. Donc Néoptolème dit « Bien, mais tu as ton arc en main, et tu n'as plus désormais de raison pour m'en vouloir ou te plaindre de moi. » Et Philoctète répond « J'en conviens, enfin, tu as montré la Philosophe à partir de laquelle tu as bourgeonné, qui n'est pas celle d'un père comme Sisyphe, mais celle d'Achille. C'est lui qui, chez les vivants, veut la plus noble des gloires, tout comme il l'a maintenant chez les morts. » Donc, Néoptolème affirme que la réparation de ses fautes est accomplie, et que Philoctète n'a plus de raison de lui en vouloir, ni de les blâmer. Et Philoctète acquiesce. Dans les mots de Philoctète, la reconnaissance de la vertu de Néoptolème prend la forme de la validation de son identité filiale. Néoptolème s'est montré noble comme l'était son père. Donc la première piste, comment cet acte de validation de l'identité filiale s'opère-t-il? Si on veut le dire autrement, pourquoi Philoctète affirme que Néoptolème a montré la philosophe de son père, qui est aussi la sienne? Pourrait-on voir dans notre vers 1310 un acte du même ordre, c'est-à-dire une vision directe de la philosophe de Néoptolème? Si une étude du verbe d'Ecnumi limitée au seul Philoctète ne permet pas d'étayer une telle conclusion, l'occurrence numérique et les particularités du mot phiosis nous suggèrent tout de même de ne pas réduire ou résoudre la polysémie de l'expression edexas tenfusin. Tout comme cela nous conduisait à saisir une différente articulation de la visibilité propre au pharmacon, dans le vers du Philoctète, ne pas répartir le sens des mots pourrait nous conduire à cerner une différente visibilité de la phiosis de Néoptolème, cette caractéristique qui semble le définir. On en revient ainsi à ce que Jean-Pierre Vernant a écrit au sujet de l'individu en Grèce. Dans l'essai intitulé L'individu dans la cité, qui clôt le recueil L'individu, la mort, l'amour, Vernant nous rappelle que l'expérience de l'individu grec et son moi est autrement appréhendée que la nôtre. Surtout, cette expérience, écrit Vernant, est orientée vers le dehors, non vers le dedans. L'individu se cherche et se trouve dans autrui, dans ces miroirs reflétant son image, que sont pour lui chaque alter ego. Le sujet est extraverti. La construction de cette fiction transparente est en effet un processus qui court sur toute la période et domine la propagande impériale. Elle se met en place dans l'onomastique des empereurs, dans la titulature de la famille impériale. Elle se donne à voir dans les cérémonies officielles et dans les récits soigneusement construits. À travers leur production iconographique, les sévères se mettent en scène et donnent à voir un élément théoriquement invisible de l'idéologie impériale, la continuité dynastique. Or, c'est dans la numismatique impériale que cette propagande iconographique s'exprime avec le plus d'efficacité. Support d'images et de textes, les monnaies circulent à travers l'Empire avec une fluidité que les inscriptions monumentales et les statuaires ne peuvent égaler. Les contraintes matérielles qui pèsent sur la frappe monétaire imposent de concentrer le discours politique, de le réduire à ses expressions les plus efficaces. Le système de communication icono-épigraphique, excusez-moi, le terme barbare, des monnaies est de fait très limité, mais son efficacité s'en trouve renforcée. Les monnaies permettent la communication d'éléments de propagande immédiatement intelligibles pour la vaste majorité de la population à laquelle précisément est destinée la fiction généalogique sévérienne.
Celle-ci cherche à inscrire les empereurs dans une continuité qui est elle-même une construction politique. Et on peut donc, en étudiant les monnaies de l'époque, comprendre comment l'idée de dynastie sévérienne est construite pour légitimer les règnes des années 193-235. L'accession au trône de Septime Sévère passe donc par son attachement personnel à ses prédécesseurs. Il adopte donc le nom de Pertinax, dont il se présente comme le justicier. Vous voyez ça sur la première monnaie. Si vous regardez en face de la tête de l'empereur, vous voyez les 4 lettres pertes pour Pertinax. Prend son nom. Et une fois Titus Junius mort et les corps prétoriens dispersés, il rajoute l'épithète Pius à sa titulature. Afin de montrer aux Romains son attachement à la mémoire de Pertinax, Septime Sévère ordonne qu'une image dorée de Pertinax soit portée dans le cirque sur un char tiré par des éléphants. Encore usage d'image. Cette fidélité à la mémoire de Pertinax sert avant tout à rassurer le Sénat quant aux intentions de Septime Sévère à son égard. A l'inverse, le choix du rattachement à Marc Aurèle et donc à Commode vise à contenter les soldats et à rassurer la population quant à la stabilité du régime impérial. Septime Sévère impose la déification de Commode dont la mémoire avait été condamnée par le Sénat. Plus que la fraternité de Commode, c'est évidemment la paternité de Marc Aurèle que Septime Sévère recherche, et c'est le nom de ce dernier que prend son fils Caracalla, Marcus Aurelius. Septime Sévère adopte donc dans ses monnaies, mais dans ses statuts, un type de portrait que les spécialistes appellent type de l'adoption. C'est la deuxième monnaie qui est caractéristique de ce type-là. Les monnaies sévériennes abandonnent donc le portrait militaire, c'est la première monnaie, des premiers temps du règne, au front plissé à la mâchoire très accusée, au profil... Pardon, je recommence. Donc les monnaies sévériennes abandonnent donc le portrait militaire des premiers temps du règne, au front plissé à la mâchoire très accusée, au profil d'un visage apaisé, encadré de cheveux bouclés et allongé par sa barbe. Rappelons les portraits de Marc Aurèle, vous avez un exemple en dessous. Le regard droit du chef de guerre est remplacé par l'air songeur du philosophe. Cette évolution n'est peut-être pas limitée aux représentations de Septime Sévère, car celui-ci peut avoir cultivé dans son apparence une ressemblance avec Marc Aurèle. Si le fait n'est pas attesté pour Septime Sévère, on sait que Macrin, devenu empereur, se laisse pousser la barbe pour cette raison précise, et vaincu se rase pour ne pas être reconnu dans sa chute. Dans une société où la communication est essentiellement orale, où les nouvelles se diffusent avec de longs délais, sur de vastes distances et par le biais d'intermédiaires souvent multiples, la possibilité de vérifier et prouver les informations reçues apparaît aussi difficultueuse que cruciale. Ce souci se reflète dans la poésie grecque qui, depuis ses origines, questionne les modes de transmission de l'information et leurs éventuels échecs, les manipulations et détournements dont ils peuvent être l'objet. Qu'on pense à l'Odyssée et à la multiplication des nouvelles mensongères concernant le retour d'Ulysse. Plus tard, au 5e siècle, les codes du genre tragique, qui permettent une diffraction des vocalisations, un jeu sur les différents niveaux d'information des personnages, une tension entre ce qui est dit et ce qui est montré, fournissent aux poètes athéniens un instrument privilégié pour l'exploration de la communication entre les hommes et de ces détournements. Plus encore que dans les scènes de messagers, destinées à révéler les événements toujours authentiques survenus dans le hors-scène, c'est sans doute dans les scènes de tromperie, où la ruse repose fréquemment sur l'annonce d'une fausse nouvelle, que les poètes tragiques peuvent le mieux jouer avec les formes reconnues de l'accréditation d'informations pour en faire apparaître le fonctionnement, les présupposés et du même coup les limites et les possibles subversions. 3 exemples d'annonces de fausses morts pris dans les Poéphores d'Échille, dans l'Électre de Sophocle et dans l'Hélène d'Euripide nous permettront de préciser les modalités de cette mise en crise de la preuve. Cette dernière, symptôme de la méfiance que ne cesse d'exprimer l'auteur tragique à l'égard des possibilités de la connaissance humaine, semble se faire de plus en plus radicale à mesure qu'avance le 5e siècle athénien et qui progressent les réflexions sur les pouvoirs et les limites de la raison humaine. Ce siècle est celui de la diffusion de la science ionienne et de sa foi dans les vertus de l'enquête personnelle, de l'observation autoptique et du jugement rationnel. C'est aussi, dans sa seconde moitié, le siècle du courant dit sophistique, qui, en développant une maîtrise raffinée de la science du langage et de la persuasion, prouve à la fois les redoutables pouvoirs de l'intelligence humaine et, en même temps, l'irréductible faiblesse de l'opinion face aux mystifications de la parole et du sensible. D'Échille à Euripide, la fausse preuve change de forme.
attestant une certaine évolution des critères d'accréditation de l'information qui conduisent de la simple parole d'autorité au discours persuasif et à la production de preuves visuelles, supposées produire l'illusion d'une connaissance autoptique. Sa constitution semble par ailleurs devenir de plus en plus problématique. Les preuves se multiplient, leur invention et leur présentation requièrent dans le drame une étendue de plus en plus vaste et des moyens dramaturgiques, discursifs et spectaculaires à la fois, de plus en plus complexes. L'étroite imbrication entre l'instrumentalisation de la prétendue objectivité de la preuve et l'exploitation de ressorts persuasifs émotionnels, enfin, se trouve de drame en drame accentuée. D'Eschyle à Euripide, et c'est le deuxième et dernier point de ma conclusion, les preuves se transforment, on l'a vu. Chez Eschyle, la preuve est encore d'un type archaïque et repose sur une caution d'autorité, une parole de vérité garantie par un lien d'amitié ritualisé, en l'occurrence l'axénien. La preuve d'autorité, certes, se maintient jusque chez Euripide, avec l'oracle de Théodoré, qui est très important, puisque c'est lui finalement qui emporte l'adhésion de la dupe. Mais ce sont désormais les preuves fournies par les témoignages discursivement et spectaculairement construits, ainsi que par les indices visibles, qui passent désormais au premier plan. Cette évolution a pour corollaire l'attention de plus en plus grande accordée au destinataire de la fausse nouvelle dans son processus d'accréditation. On cherche à lui donner l'illusion de pouvoir vérifier l'information, de pouvoir juger par lui-même, et même, en quelque sorte, de voir la mort annoncée sous une forme sensible. Nous aimerions dans notre contribution faire voir deux exemples qui nous sont particulièrement éloquents des questions qui nous occupent aujourd'hui. Quelles sont-elles ces questions? On rappelle comment faire valider un savoir, comment démontrer la validité d'un savoir, comment détourner les procédures politiques, juridiques, les traits culturels et religieux pour faire voir la nécessité des opérations savantes et discursives, et inversement, comment détourner les opérations savantes et discursives pour imposer une idéologie politique religieuse. Ces deux exemples, bien que séparés de quelques 3 siècles, ont aussi en commun que tous deux ont au centre de leur démonstration un concept, un mot, elenkos, qui parle des transformations, tant sémantiques que pragmatiques, tant fonctionnelles que structurelles, que lui font subir parmi d'autres nos deux philosophes, deux exemples, deux philosophes, j'ai nommé Platon et Philon. Il devient donc l'étendard d'une nouvelle idéologie, un nouveau sens qui cherche à emporter avec lui un système des représentations du monde. Il porte les valeurs, il est le socle des revendications philosophiques en rupture d'un ordre établi, d'un habitus. Si, comme nous venons de le voir, chez Platon, il s'agit de détourner les procédures politiques, juridiques, pour faire voir la nécessité des opérations savantes et discursives, en l'occurrence la réfutation, chez Philon, je crois qu'on peut dire qu'on observe l'exact opposé. Il s'agit de détourner les opérations savantes et discursives pour faire voir la nécessité de l'existence du Dieu à l'intérieur de soi. Poser la question du degré de crédibilité de ce témoignage se révèle essentiel si on veut exploiter comme reflet d'une réalité matérielle. Mais elle n'en fait pas surgir l'enjeu véritable, celui d'une production identitaire portée par des représentations discursives de l'espace. Ces identités se manifestent, se cristallisent, d'autant plus que les individus et les groupes qui en sont porteurs se trouvent en interaction, en opposition, en concurrence. Le poids croissant au IVe siècle et la place prééminente dans la première moitié du Ve siècle d'une nouvelle appartenance chrétienne, qui se traduisirent également dans l'espace, dans le contexte de la ville à la résonance profondément traditionnelle qu'était Rome, fournissent pour ce phénomène un champ d'étude passionnant. Les témoignages que l'on possède de cette époque et qui expriment un rapport à l'espace peuvent prendre la forme de passages assez conséquents où l'auteur entreprend une description de la ville, un véritable éloge de cité. Mais ils peuvent parfois se résumer à quelques mots et une place secondaire au sein d'un développement plus large. Dans la perspective qui nous occupe, ne pourront être que bénéfiques, pour leur exégèse, les clés de lecture issues de la sociologie et de la géographie sociale, dont les spécialistes ont déjà approfondi la question de l'espace, de son marquage et de l'identité. Alors concluons, les discours sur l'espace et leurs spécificités n'ont rien d'anecdotique, a fortiori lorsqu'ils sont produits dans une période de transition identitaire importante. Ces représentations du territoire de Rome, issues d'auteurs appelés païens ou d'auteurs chrétiens, oublient certains éléments, en pointent d'autres et leur donnent sens.
Elle revendique un territoire, traduit une identité et invite le lecteur à épouser celle-ci ou à en repousser une autre pour faire partie d'une communauté. Mêlant identité individuelle et collective, elle renvoie à des appartenances qui peuvent se superposer. Certains auteurs cherchent un consensus, d'autres s'emploient à christianiser le territoire romain de l'imaginaire, ou en réaction, à réactualiser une carte mentale fonctionnant avec des repères païens. D'un côté comme de l'autre, face à un empire si étendu qui oblige la ville à côtoyer d'autres merveilles, et face à un pouvoir qui transite vers une autre capitale, on ressent le besoin de redonner à l'ours son statut prééminent, de renforcer une conscience de supériorité qui, dans le cas chrétien, se double de la question interne d'une affirmation de la primauté épiscopale romaine. Parmi les signes exploités dans cette construction identitaire du territoire, le temple en constitue un essentiel et se révèle polysémique. Sur le terrain, les temples ne sont pas détruits et font l'objet d'un progressif phénomène de patrimonialisation, qui consiste, le site Westchamp, à réinjecter du centre dans un édifice qui a généralement perdu ses fonctions d'origine, et dont la désaffectation remet en cause la pérennité. Dans la mesure où les éléments du territoire sont hissés au rang de valeur patrimoniale et contribuent donc à fonder et à consolider le sentiment d'identité collective des hommes qui l'occupent, ce processus peut représenter là aussi un enjeu de mémoire. Sur le plan discursif, il sera diversement traité parce que le symbole du sanctuaire est investi d'un sens différent. Toute cette démarche, au final, témoigne d'une stratégie identitaire s'élaborant face à des bouleversements culturels, et leur analyse ne peut qu'être instructive dans un monde contemporain qui a ses propres secousses. Alors, pour alimenter la réflexion lors de cette journée, je prendrai un exemple effectivement tiré d'un élément géographique qui semblerait aujourd'hui ne pas poser de problème, à savoir un cours d'eau de la région de Delphes, le Pléistos, qu'on voit sur toutes les cartes mentionnées ainsi. Cette étude de cas montrera comme il est difficile pour un écrivain ou un artiste de décrire un cours d'eau, tout visible qu'il soit, pour un lecteur de comprendre une description et pour un archéologue de reconstituer du passé disparu. Je poserai le problème d'abord en observant des contradictions entre les définitions modernes de son bassin versant, définitions qui se sont pourtant fondées sur Strabon et Pausanias, en montrant en quoi ces auteurs antiques n'ont pas assez précisé ce qu'ils voulaient montrer, et comment du coup les auteurs modernes ont pu démontrer que les auteurs antiques s'étaient trompés. C'est un événement dû au plan Marshall de 1950 qui révélera l'hydrographie antique du site et montrera 3 ou 4 000 ans après ce que recouvrait le terme Pléistos. Cela permettra de relire quelques textes et objets antiques sous ce nouvel éclairage, y compris même d'observer le jeu d'un accent aigu et d'un accent circonflexe qui nous mettra sur une nouvelle piste. En conclusion, nous rappellerons rapidement les causes de cette erreur et ses conséquences avant de tirer de cette recherche pleine d'imprévus pour moi aussi quelques remarques méthodologiques utiles pour mieux montrer et démontrer. Ici, vous avez une vue Google de la vallée et nous nous situons, vous avez la pointe là-haut. On va mieux voir. Ici, la partie de droite, c'est ce que je vais appeler la partie est. Ça commence par le col de Zéméno. Ensuite, c'est assez large. Ça se rétrécit au niveau du ravin de Cascadie. Voilà, vous l'avez au centre, légèrement en haut. Est-ce que tout le monde voit à peu près? Et puis après, ça s'évase de nouveau. Et vous avez un tout petit bout de mer ici. Voilà. Cette vallée, elle fait à peu près 15 km de long. Là, nous allons essayer de lire Strabon et Pausanias à la manière dont les modernes l'ont lu. Donc, Lick, par exemple, a pu traduire Strabon dans ce sens, c'est-à-dire de la branche est, en disant que le verbe apoleipo, qui signifiait dépasser ou laisser de côté, voulait dire dépasser en traversant. Autrement dit, il imagine que l'auteur veut traverser la vallée pour monter sur le Képhis. Napé, qui signifie parfois la large vallée et parfois le vallon étroit, et bien pour Lick, il prend le terme de large vallée. Donc de nouveau, ça désigne bien la partie la plus large. Et puis pour Dia, qui signifie à travers, lui, ça pourrait donc dire dans ce sens-là à travers, ou au contraire dans ce sens-là. Lui, il prend le sens qu'il arrange, et c'est le sens de l'est en ouest. Donc selon eux, Strabon évoque le cours d'eau coulant dans une large vallée verte et sans s'occuper en fait de ses origines. La première chose que
Jérôme, donc j'ai taquiné un peu Élise et Nicolas en leur disant que dans leur présentation, ils avaient manqué quelque chose qui me semblait central, énorme, totalement évident dans ce tableau. Donc je suis désolé, je pense qu'ils ont cherché pendant toute la journée. Voilà, non, ce que je veux dire, c'est je trouve que ce tableau de Jérôme, effectivement, porte sur l'ostentation, le dévoilement, l'exhibition, ce qui est montré et démontré, tout autant que sur ce qui est caché et ce qui est refusé au regard. C'est-à-dire qu'il y a ce double geste où on dévoile Frinée et ce geste dans lequel elle dissimule son visage. Et je trouve que ça ouvre une problématique et un champ de réflexion sur les jeux entre l'extérieur et l'intérieur, l'apparence, la réalité, le corps et l'âme, le public, le privé, le groupe, l'individu, le masculin, le féminin, l'objet, le sujet du regard, ce qui est montré et ce qui est reflété dans les yeux des autres. C'est-à-dire qu'il y a là une image très, très complexe, très forte, qui articule le pouvoir, la violence, la pudeur, et aussi ce que l'on montre et ce qui reste invisible, ce qui est caché par le visage de Frinée. J'ai pensé par exemple aux cartes géographiques et à cet épisode que vous devez bien connaître dans les histoires d'Hérodote, d'Aristagoras qui arrive à Sparte, puis à Athènes avec un pinax géographique qui montre au roi Cléomène puis au peuple athénien et où l'évidence du dessin accompagne un récit voyage fictif et prospectif qui doit déclencher l'entrée en guerre des Grecs, c'est-à-dire ce pouvoir extraordinairement persuasif et psychologique en quelque sorte du visuel, de l'image, de la carte. J'ai pensé aussi à tous ces dispositifs qui inscrivent dans le visible, dans le matériel, dans le concret, l'invisible. C'est le tambour de colonne d'Anaximandre de Milet qui dit à ses auditeurs: voici comment se présente la Terre, en montrant un cylindre de pierre à côté de l'endroit où il était assis, en recourant donc à tout un ensemble de métaphores qui à la fois rendent visible, montrent et ouvrent un espace d'interprétation et de signification où l'on utilise le visuel comme un détour finalement pour atteindre ce qui est invisible. Donc ça conduit, je crois, à réfléchir sur le statut ontologique de ce qui est visible. Est-ce que ce que l'on voit est véritablement, ou est-ce qu'il y a un décalage, un hiatus par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre du prototype, du paradigme? Donc on peut penser, bien entendu, à la philosophie platonicienne, avec le partage entre les corps, les objets, les modes d'incarnation et de matérialisation et les idées. On peut penser au lien entre l'être et l'apparence, l'être et l'essence. Donc voilà, il y aurait sans doute un ensemble de réflexions à mener. Qu'est-ce que produire une communication savante? Qu'est-ce que faire de la recherche en histoire ancienne? Qu'est-ce que démontrer quelque chose? Qu'est-ce que prouver? Quel est le statut du PowerPoint et de l'exemplier dans les stratégies rhétoriques et persuasives que nous utilisons? Je pense à un texte, un vers de Callimaque dans les Aïtia, il dit « Je ne chante rien qui ne soit attesté, à Martyrum, je crois. » Et donc, voilà, vous ne chantez rien qui ne soit attesté par les corpus que vous mobilisez, qu'il s'agisse de documents uniques, qu'il s'agisse de séries,